ce petit chapitre-là. On va en ouvrir un autre puisqu'on va continuer, et la suite donc nous amène au petit tour de la Ligue 1. Alors là, on va parler juste, je vais vous demander en gros le résultat qui vous a le plus marqué et pourquoi, tout simplement, mais je veux pas des matchs, enfin, je veux pas des matchs qui ont inclus un club européen, puisqu'en fait, on y reviendra plus tard, au club européen, on y reviendra juste après. Donc voilà, pour rendre un peu, voilà, pour remettre un petit peu de, comment dire, voilà, pour qu'on parle de plein de clubs différents, c'est génial. Donc voilà, on va parler que des clubs qui ont pas, enfin, qui sont pas européens, hein, tout simplement. Donc on a quoi? On a la victoire de l'OM donc hier soir contre la SSE, donc 2-0. On a la victoire de Nantes contre Rennes 1-0. On a un tout petit peu parlé tout à l'heure aussi. On a Strasbourg, du coup, Reims avec un triste 0-0, mais voilà. Et Lens-Montpellier avec du coup la victoire de Lens 2-0, si je ne me trompe pas, je crois que c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Victoire de Lens 2-0. Parmi ces matchs-là, lequel t'as le plus marqué? Bah, je vais commencer par Nico, parce que je pense que c'est le truc le plus évident. Mais du coup, Nico, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et pourquoi? Très rapidement. Oui, bah, de toute façon, parce que j'ai vu le Saint-Étienne-OM en intégralité, donc je peux en parler. C'est vraiment, je pense que ça a été vraiment on va dire une balade de l'OM, parce que c'est vrai que Saint-Étienne n'a pas été très dangereux. Juste voilà, pour dire, si je me trompe pas, voilà, par exemple, pour citer l'équipe, voilà, la une de l'équipe du jour, c'était voilà, trop facile. Est-ce que c'était ça le ressenti que tu as eu? Oui, et j'ai envie de dire, la marque 2-0, elle est généreuse pour la SSE, parce que avec un peu plus d'efficacité, en étant plus tranchant devant, ça aurait pu faire 4-5-0. L'Arseneur a fait un bon match. Euh, En fait, ce que je retiens surtout, c'est que l'OM aurait peut-être pu plus tirer au but directement, rapidement. Mhm. À la place, on a plus vu du jeu comme ça, de possession. C'est pour ça qu'en fait, il y en a qui ont parlé de deux herbivores, parce que on a vu comme ça une maîtrise du ballon, hein. Je crois que l'OM a eu 69% à la fin de possession de balle. Donc on a vu un peu du Luis Enrique, mais quand même avec plus de verticalité peut-être. Et, mais pour moi, ça en manquait encore de verticalité. C'est-à-dire que il y avait beaucoup de redoublements de passes, et à un moment donné, il fallait peut-être tirer un peu plus au but, plus Ok. rapidement, et la marque aurait été plus élevée. Bah, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter juste sur le jeu, Non, mais non. voilà. Ouais, non, juste quelques petites questions, moi, du coup, en substance, que forcément, ben, moi aussi, du coup, hier, enfin, j'étais devant le match. Il y a plusieurs choses qui m'ont qui m'ont marqué, interpellé, bref, comme vous voulez. Il y a bah, le positionnement de Rabiot. Moi, où hier, je l'ai trouvé du coup plus intéressant. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Le fait, du coup, forcément, justement, que l'OM jouait du coup contre un bloc bas. Et là, ça a plutôt bien marché. Donc, déjà par rapport à ça, comment tu te places? Oui, moi, je trouve le bon enseignement à tirer, c'est que contrairement à Lens ou contre Monaco, où Rabiot était, enfin surtout contre Monaco, Rabiot était plus en difficulté dans ce poste-là on va dire de 10, 9,5, enfin juste un peu derrière l'attaquant, aux côtés de Greenwood, sur la même ligne, pardon, que Greenwood. Et je trouve que là, il était beaucoup plus tranchant, parce qu'en fait, il arrivait bien à se mettre dans l'espace entre les milieux et Mopé en attaque. Il arrivait vraiment à jouer entre les lignes, à dézoner. Et d'ailleurs, à l'image du but qu'on voit, où il y a un jeu en triangle avec Mopé qui fait cette superbe remise, et Rabiot qui contrôle, qui met la reprise et qui marque. Donc c'est vraiment son but, il a été à l'image de ce qu'il a réussi à faire, en fait, arriver à dézoner et arriver à trouver des intervalles, en fait, balle au pied, ou en tout cas dans le jeu collectif. Et on l'a senti beaucoup plus à l'aise dans ce rôle-là, comme s'il y avait plus d'automatisme avec ses coéquipiers, en fait. Ok. Autre question sur bah, l'attaquant. Que ça y est, Neil Maupay a pris largement enfin, voilà, a pris largement la place de Wai, on reverra. Enfin, c'est un peu comment dire, le condensé de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il faut vendre Eli Wai. Non, moi perso, je pense pas. Moi, je crois en Wai. Mhm. Je pense que ça reste un bon attaquant. Il faut juste qu'il ait plus de confiance. À mon avis, Eli Wai. Après, je peux me tromper, mais je pense que s'il marque comme ça, il faudrait qu'il marque deux trois buts pour se remettre en confiance. Ça reste un joueur de qualité, un jeune joueur, faut pas l'oublier. Mais Mopé, après, Neil Mopé, ce qu'a dit De Zerbi, c'est qu'il est important dans le système, dans ce jeu en pivot, en fait.
Oui. Même s'il ne marque pas, il fait marquer les autres. C'est sa 4e passe décisive en 3 rencontres. Donc, je pense que s'il met 20 passes décisives dans la saison, on ne lui en voudra pas de ne pas marquer. Même si en tant qu'attaquant, évidemment, il veut marquer. Mais c'est sûr qu'il a pris une longueur d'avance sur Eli Wahi parce que dans le jeu, il est décisif. Donc forcément, ça va être dur pour Wahi de reprendre sa place Ok. si lui, directement, ne se fait pas remarquer rapidement. Très bien. Non, et après c'était à peu près tout sur cette rencontre. S'il y a une petite question, on l'a revu du coup ce système à 3 défenseurs. Définitivement convaincu par du coup cette défense à 3. Tu préférais jouer autrement? Dernier petit mot et après on passe. Moi, je pense que si pour l'instant c'est une formule qui marche, donc faut continuer comme ça, puisqu'on a l'impression que les joueurs sont plus à l'aise dans ce système. Après, il faudra voir aussi des fois par rapport à l'adversité, mais je pense que s'ils continuent à mettre de la même intensité, et on le verra contre Lille samedi prochain, ça va être un tout autre Un gros test que test, bien sûr. Saint-Etienne. Et je pense que s'ils arrivent contre Lille à faire un résultat, on pourra vraiment dire voilà, qu'ils ont trouvé leur rythme de croisière et ce sera intéressant pour la deuxième partie de saison. Ok, très bien. Du coup, sur les autres matchs qui restent, David, Greg, Nantes, Rennes, Strasbourg, Reims, Lens, Montpellier, lequel vous a plus marqué? Auxerre, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais Auxerre qui enchaîne, qui maintient son niveau. Auxerre qui était programmé pour jouer le maintien normalement hein, sur l'effectif et qui joue milieu de tableau solide. Et puis le RC Lens qui enchaîne assez bien, qui reste un peu en dessous des top clubs, mais qui enchaîne quand même assez bien. Et qui continue malheureusement surtout de couler Montpellier, c'est clair. Greg, est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot? Est-ce qu'on passe à la suite? Qu'est-ce que tu en penses? Bah non, mais moi, j'ai pas regardé j'ai regardé des brides du match de Strasbourg contre Reims, donc je peux Ok. pas, voilà, mais des échos que j'ai eus, c'était un match horrible. Franchement, c'était vraiment pas top, très peu d'occasions, c'était cata. Et j'ai envie de tirer un peu la sonnette d'alarme parce que Strasbourg, qu'on mettait de par son jeu, de par sa fougue, en début de saison intéressant. Et ben aujourd'hui, Strasbourg est tac, 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 14e. 14e avec 14 points. Saint-Etienne à 13 points. Ils sont premiers, barragistes, je veux dire. Strasbourg a plus gagné depuis le 27 octobre. C'est ça qui fait mal, ouais. Prochain match contre le Havre à la maison. On sait que Strasbourg, contre les gros, ils ont tendance à faire mieux, quoi. C'est-à-dire. Ouais, à se transcender. Ouais, se transcender, merci. Donc se transcender. Et en fait, le problème, c'est que là, tu vas jouer une équipe du Havre qui se bat pour son maintien. Donc je ne sais pas quelle va être l'attitude des Strasbourgeois à l'extérieur. Le Havre, je pense, ce sont le seul moyen pour les battre, c'est de leur rentrer dedans. Et étant donné que Strasbourg a très peu d'expérience, ça peut être compliqué. Donc sincèrement, je trouve que Strasbourg, c'est quand même assez inquiétant. Mais en plus, il y a toujours leur histoire avec leurs supporters, la multipropriété, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, à suivre, mais en tout cas, c'est pas anodin. c'est clair que je suis content que tu en parles de Montpellier, pardon, de Strasbourg, parce que je voulais justement les citer. C'est vrai que ça peut vraiment paraître inquiétant quand tu regardes, par exemple, Strasbourg, on se disait, oh, ils font un début de saison canon, très très bien, ils sont très très en forme, ils auraient même pu battre, c'était qui? C'était Lyon qu'ils auraient pu battre? Marseille? Je m'en souviens plus. Ils ont battu Marseille. Deux buts contre nous, oui. Voilà ça, ils ont battu Marseille, ils auraient pu battre Lyon, ils étaient vraiment à 2 doigts, enfin bref, c'était Monaco aussi, incroyable. ils perdent dans les dernières minutes. Voilà, tout à fait. Et en fait, là, depuis, c'est 4 défaites dans les 5 derniers matchs. Le dernier match nul, donc 5 matchs sans victoire. Ils ont plus qu'un point d'avance sur Saint-Etienne, où en fait Saint-Etienne, c'est l'inverse. On a l'impression qu'ils faisaient un début de saison horrible. Donc en fait, ouais, c'est incroyable à quel point ça s'est renversé. Donc ouais, je suis bien content que tu l'aies. Et surtout, on n'en parle pas. C'est-à-dire que autant Nantes, on en parle parce qu'il y avait leurs supporters, tout ça. Rennes, ils ont réagi avec Sampaoli. Mais Strasbourg, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, alors on parle, ouais, ils sont à 1 point du barragiste. Tout à fait, ouais. Et puis ils ont quand même. Alors certes, c'est Bluco, mais il y a eu quand même de l'argent qui a été investi cet été au mercato. Donc ouais, non, c'est compliqué. Puis Rosignol, le problème, c'est que c'est un jeune coach, donc il aime bien jouer au ballon, tout ça, mais c'est pas du tout un coach
qui est fait, ou entre guillemets, qui a l'expérience de maintenir un club. Alors après, il y a encore beaucoup de journées, mais en tout cas, c'est vrai que Strasbourg, le bateau tangue. Et voilà, il est même en train de couler, quoi, mais sans que personne s'en rende compte. C'est fou, c'est clair. Ok. Dernier petit match que j'avais noté, c'était Rennes, Rennes qui a perdu contre Nantes. Ça y est, allez, là, je vous donne une petite phrase comme ça, dites-moi oui ou non, dites-moi machin. Comboiré, il a sauvé sa place, ça y est, avec Nantes, pour l'instant, pour combien de temps? Au moins jusqu'à la trêve, je pense quand même. Une semaine. Oui, de toute façon, il a quand même pris 4 points contre le PSG et Rennes, ce qui n'est pas si mal. Alors après, c'est vrai qu'il marque à la toute fin par un exploit personnel de Moses Simon. Ça reste moyen. Et je pense que Nantes doit se renforcer au mercato. Ils doivent trouver des joueurs parce que le problème, à mon avis, on en avait parlé peut-être les semaines précédentes, c'est que vous pouvez mettre n'importe quel coach sur le banc, si ça manque de qualité. Ah ouais, c'est compliqué. Je me rappelle du passage de Conceição, il n'était pas resté longtemps du tout, mais ça jouait extrêmement bien quand même avec Conceição. Oui, c'est vrai. Tu peux avoir le petit électrochoc. Il a fait une belle remontée, mais bon, c'est pas pareil si on a des gens comme Castelletto, ça reste moyen quand même. Je pense à ce qui manque un peu à Nantes. Moi, je pensais à des joueurs comme, je sais pas moi, comment il s'appelle le joueur de Reims là, Marshall Muniti, par exemple, des joueurs comme ça, c'est des joueurs comme ça qui leur feraient du bien. Des joueurs un peu plus techniques, un peu plus. Il leur faudrait des joueurs comme ça plutôt que voilà. Moi, je pensais à des joueurs en difficulté. Pourquoi pas rappeler un Kolo Muani. Enfin voilà. Il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose au mercato, parce que sinon ça va être compliqué. Je pense qu'ils sont quand même supérieurs au Havre, ils sont supérieurs à Saint-Etienne, à ces équipes-là. Mais, ou à Montpellier, évidemment, tout le monde est meilleur que Montpellier en ce moment, de toute façon. Pas dur. Mais s'ils veulent ne pas être en difficulté, ça fait quand même plusieurs années que Nantes, ils sont sur le fil du rasoir. C'est sûr. À mon avis, s'ils ne recrutent pas, ça va être compliqué que vous mettiez. Et après, je suis d'accord avec David, c'est sûr que si c'est contre Conceição, ça peut être meilleur, mais bon. Et après, il y a une inconnue, c'est peut-être qu'il partira cet hiver, mais c'est que c'est pas anodin, c'est que les 2 derniers matchs ont été joués sans Alban Lafont et tu as pris des points sans Alban Lafont. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit problème, sachant que je pense qu'il a été assez touché par un peu ce qui s'est passé avec les supporters. Voilà, mais bon, le Calgren qu'on ne connaissait pas forcément, voilà, dans les buts, il fait le boulot pour l'instant. Alors, on sait très bien qu'Alban Lafont, c'était un bon gardien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas une petite rupture ou alors comme Boiré a voulu mettre un électrochoc parce que pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe, en tout cas intrinsèquement, on va dire. Parce que Mostafa Mohamed ne met plus un pied devant l'autre, des joueurs comme ça. Donc, même Moses Simon, il marque hier, mais il est loin de faire un gros début de saison. Oui. Régulier. Donc, peut-être que voilà, le fait de la mise sur le banc, peut-être que ça montre quelque chose. Et tu as vu, ça en dit long, Greg, quand tu dis que ton meilleur joueur, c'est ton gardien de but. Pour moi, oui. Après, il y a Ablin aussi qui fait quand même. J'ai ciblé Castelletto, mais il peut y avoir d'autres joueurs, évidemment. Parce que je pense à des joueurs comme ça qui sont un peu cadres, mais qui restent des joueurs quand même moyens. Il y a des joueurs en Ligue 1, des joueurs comme Abdelli de Angers, des joueurs un peu créatifs comme ça, qui pourraient amener quelque chose à cette équipe. Parce qu'à chaque fois qu'on voit des matchs de Nantes, ça manque de créativité, ça manque de variété dans le jeu. Et Comboiré, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, à un moment donné, si ça manque de qualité, c'est pas lui qui est sur le terrain, même si bien sûr lui il doit manager, mais même Gourvenec, il avait eu du mal avec cet effectif. Enfin, il y a eu des coachs qui ont eu du mal avec ces joueurs-là. Donc, c'est clair. Juste du coup, pour faire un peu le parallèle, parce qu'on parlait du gardien en plus, et quelque chose qui a fait débat à Rennes là dernièrement, j'ai vu, c'était par rapport au gardien, et tout, toi tu le soulevais, Greg, depuis le début de l'année,
le fait de remplacer Mandanda, ça y est, c'est devenu une priorité, pas plus qu'une priorité. C'est pour moi? Ouais. Ah. Parce que tu en parlais en début de saison, c'est pour ça, du coup, je voulais. Ah oui. Il n'a pas de chance, Mandanda, parce que c'est vrai qu'il tombe sur le coach à chaque fois qu'il ne veut plus de lui, mais je pense qu'il n'y a pas de. Je pense que Sampaoli a rien contre lui, mais moi je suis d'accord que Mandanda, tu le vois, il n'a plus le niveau pour un club comme Rennes, quoi. Je veux dire, Mandanda, pour moi, c'est un gardien aujourd'hui, à la limite pour la JOCR, et encore, bon, je vais laisser petit Donovan Léon tranquille, mais à la limite, je sais pas, moi, pour la Ligue 2, pourquoi pas, pour un club comme Lorient, à la limite, mais pour moi, il n'a plus le niveau pour un club comme Rennes. Même si Rennes, bon, malheureusement, l'Europe, ça va être très compliqué, même si la saison est très longue. Mais bon, ça ne m'étonne pas. Après, je ne pense pas que Sampaoli, ouais, ait quelque chose contre lui. C'est juste que, voilà. Et moi, je suis d'accord. Hein, je pense qu'il faut le remplacer parce que déjà qu'en défense, Rennes, c'est compliqué. Alors, si derrière, tu n'as pas un gardien un peu solide, alors certes, Mandanda a l'expérience, mais il est quand même moins rapide qu'avant et c'est tout à fait normal. Hein. C'est un immense joueur, une légende de Marseille. Voilà. Mais je trouve que c'est logique, oui, de le remplacer. Maintenant, il faut aussi le remplacer par un gardien. Ce que j'allais dire, on parlait de. Enfin, par exemple, c'était RMC, du coup, qui disait ça, encore une fois, pour les citer. C'est Walter Benitez qui est comment dire, ciblé. J'aurais plus pris un profil. Alors, il faut mettre de l'argent, mais à la Yeva Diouf, de Reims. Jeune gardien qui connaît la Ligue 1. Voilà. J'aurais plus pris ça. Walter Benitez, c'est pas mauvais, mais bon, il est au PSV. Ils se battent pour le titre de champion de Pays-Bas. Ils sont en Ligue des Champions. Je pense pas qu'il va. Je pense pas qu'il va. 32 ans, non? À Rennes. Et puis, il n'est pas non plus tout jeune. Hein. Non, mais il a 31, mais c'était pour savoir. Je vous demandais, je sais pas si. Enfin, je suis pas je suis d'accord avec. C'est fort, Benitez, quand même. Hein. C'est assez fort, quand même. Ouais, c'est pas mauvais, mais le problème, c'est que en termes de. Voilà, il est pas mal blessé aussi, je crois. Et puis, moi, sincèrement, ouais, un Yehvan Diouf, ou même un Lafont, à la limite, hein, parce que Lafont, moi, je pense qu'il a besoin de changer d'air. Ce serait pas mal. Après, voilà, chacun son avis. Hein. Ok, très bien, pas de problème. Écoute, on a parlé de un petit peu tout le monde. David veut peut-être prêter Safonov. On me le donner, ou Arnaud Tenas. Bon. Il y a Tenas aussi. Ouais, Tenas, ouais, ça. Ou Donnarumma, remarque. Hein. Comme ça, moi, on aura fait le tour. Non, mais oui. Non, mais on a parlé un petit peu de tout le monde. C'est cool de faire ça. Et est-ce qu'on peut juste mentionner par rapport au. Alors, je sais pas si il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais Rennes, je trouve que cette idée d'avoir trop changé de joueurs, aujourd'hui, leur porte préjudice. C'est-à-dire que vous avez des joueurs comme Terrier qui sont partis, des joueurs comme ça, qui pouvaient encadrer comme ça des jeunes. Ils ont pris souvent des jeunes joueurs venant de pays scandinaves, notamment en Suède et en Norvège. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais je pense que c'était quand même un pari risqué de faire venir autant de joueurs, dont le seul joueur expérimenté, c'est Attebourg, qui a joué à l'Atalanta à Bergame pendant quelques années. Mais à part ça, de ne pas avoir beaucoup de joueurs comme ça qui connaissent bien la Ligue 1 ou en tout cas qui sont assez expérimentés pour entourer ces jeunes-là. Et j'ai l'impression que je me demande si Rennes n'est pas en train d'être dans une espèce de saison de transition avec comme ça énormément de joueurs qui sont venus et qui doivent s'acclimater à un nouveau championnat d'un autre niveau, parce que la Ligue 1, c'est quand même pas la Norvège ou la Suède. Et donc, à mon avis, Rennes, il paye un petit peu ce côté-là, malgré Sampaoli. C'est sûr. Après, je pense qu'ils ont voulu miser. En fait, ce qui est un peu. Comment dire, je comprends là où ça pose un peu de question, c'est qu'ils ont fait peut-être trop de paris, entre guillemets, un peu à l'OM, justement, quand ils prennent plein de joueurs où on ne sait pas trop ce que ça va donner, parce que ça vient des anglaises, parce que ça vient de machin, etc. Ils ont fait peut-être un peu trop de paris, mais je pense qu'ils comptaient peut-être un peu justement sur les. Tu parlais de Mandanda, et on peut aussi citer Blas, qui connaît mine de rien quand même pas mal la Ligue 1, Truffert qui est international, je crois, si je ne me trompe pas. Hein, il a déjà, je pense, une cape avec la France, en tout cas, il a déjà été appelé. Comment? Kalimundo, Goury, c'est quand même des gens maintenant d'expérience. Voilà, c'est ça. Je pense qu'ils comptaient un peu plus sur ça. Maintenant, voilà, depuis le début de saison, Gouiri, il n'est pas du tout à son niveau. En fait, il y a plein d'éléments. Maintenant, on va laisser le temps tranquillement à Sampaoli de travailler.
Après, puis ils ont on tout fera le. changé aussi. Faut pas Comment? oublier que. Ah, mais c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je parle de saison un petit peu. Ils prolongeaient le contrat de Stéphane et derrière, 4 mois après, ils te font venir un nouveau directeur sportif. Oui, non, mais c'est clair. Ouais, c'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis, on va laisser le temps à Sampaoli de travailler tranquillement et on fera le bilan un petit peu plus tard, voir voilà, si on part sur un vrai projet ou si au final Sampaoli n'est qu'un entraîneur de transition également. Bref, on va voir ça avec attention. On va suivre ça avec attention les prochains mois. On va passer du coup à nos pronos. Donc attends, je change.